suis interne en 8e semestre, je suis en interchute. Donc un diaporama qui s'intitule donc Cœur en péril attend prétendant. On va débuter par une petite mise en situation. Donc vous êtes en réanimation, vous faites l'échographie d'un patient en état de mort encéphalique, et puis en fait vous évaluez que sa FEVG est à 38%. Est-ce que vous allez le proposer pour un don? Je vais me répondre ou pas. En tout cas, est-ce que vous allez pouvoir l'améliorer et améliorer sa fonction ventriculaire? Jusqu'où vous pensez qu'on va pouvoir l'améliorer? Et puis comment est-ce qu'elle va pouvoir l'amener ce cœur-là jusqu'au prélèvement? Donc on peut répondre alors. Vous pouvez essayer de répondre si vous voulez. Donc la première est la... peut-on l'améliorer? La première et la deuxième, je répondrai. Tu vois, vous voulez répondre, non? Donc on va voir les réponses. Vous préférez attendre les réponses. C'est marrant, hein? On va débuter par un premier point physiopathologique, donc le réflexe de Cushing, qui est au centre de la mort encéphalique, qui s'appelle aussi Conning en anglais. C'est un phonème qui a été décrit en 1901 par le neurochirurgien Harvey Cushing. Il est composé donc de 3 éléments: l'hypertension, la bradycardie, puis la respiration irrégulière. Ce qui va se passer au cours du réflexe de Cushing, c'est que le corps, en réponse alors à une lésion cérébrale, va y avoir une hypertension intracrânienne avec une augmentation de la pique. Et donc, pour maintenir le flux sanguin cérébral qui soit suffisant pour perfuser le cerveau, il va y avoir quelques répercussions hémodynamiques avec donc une activation des récepteurs adrénergiques, une vasoconstriction et une augmentation de la pression artérielle. Ça, c'est la première phase donc, du réflexe de Cushing. Et puis en retour, donc, cette augmentation de la pression artérielle, elle va activer les barorécepteurs de la crosse aortique qui vont détecter cette élévation et envoyer des signaux retour au centre en fait, vasomoteur du tronc cérébral qui régule tout le système nerveux autonome. À ce moment-là, il va y avoir une activation du parasympathique et puis une inhibition du sympathique. Il en découle alors une hypotension et une bradycardie. Ça, c'est la deuxième phase donc, du réflexe de Cushing, qui est une réponse adaptative en fait, à cette augmentation de pression. Suite à cette période initiale due à la lésion cérébrale, on va avoir la lésion donc, qui va progresser avec une ischémie, l'ischémie qui va descendre le long du tronc cérébral de manière céphalo-caudale, et puis jusqu'à atteindre en fait, la partie ici inférieure du bulbe rachidien, où se trouve le noyau cardiomoteur vagal, qui régule donc ce réflexe parasympathique. Une fois que l'ischémie a atteint ce noyau, il va y avoir une disparition, un arrêt du réflexe parasympathique. Il va persister alors un réflexe sympathique activateur sans oppression avec un afflux massif donc, de catécholamine. C'est ce qu'on appelle en fait la tempête autonome, ouvrage adrénergique. C'est une période agonique pour le corps. Et ensuite, donc, la progression de la lésion va continuer jusqu'à atteindre en fait, l'ischémie médulaire. Et à ce moment-là, sur l'ischémie médulaire, on va avoir une diminution progressive de l'état hyperdynamique, et puis un arrêt, un épuisement des catécholamines de la décharge, et puis le collapsus cardiovasculaire qu'on connaît classiquement dans la mort encéphalique. On va voir est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent prédire cette gravité de l'orage adrénergique. Alors, c'est le cas d'une étude qui a montré ça, une étude de Shivalkar, c'est une étude de 93 sur des chiens où ils ont mis des cathéters de Foley en intracrânien en augmentant la pression par injection de sérum salé. Ici, les graphiques montrent les résultats de cette étude avec la pression, du coup, en tout cas les paramètres hémodynamiques, l'augmentation de la pression intracrânienne et puis le taux d'épinéphrine, de catécholamine, ici sur les lignes en noir, en fonction du temps. On voit là que l'augmentation brutale, ici à gauche, de la pression intracrânienne, elle va entraîner des désordres hémodynamiques qui sont majeurs, avec une augmentation très importante du taux d'épinéphrine, contrairement en fait à une augmentation plus progressive de la pression intracrânienne, qui aura des variations hémodynamiques plus faibles et une moindre décharge catécholaminergique. Ce qu'on peut en déduire donc, c'est que la vitesse de constitution d'une hypertension intracrânienne, elle semble corrélée à la sévérité des variations hémodynamiques et donc corrélée à la gravité des lésions. Et en pratique, en fait, on va voir qu'un court délai entre la lésion cérébrale et la mort encéphalique, ça va être témoin d'une évolution plus agressive de la maladie et donc associé à une décharge, à un orage catécholaminergique plus important et donc des lésions potentiellement cardiaques plus importantes. Les hypothèses de ces lésions cardiaques au cours de la mort encéphalique, ce serait qu'il existerait ce qui est évoqué, c'est qu'il existerait un vasospasme coronarien épicardique. Alors ça paraît peu probable étant donné les lésions cardiaques qui suivent en fait une topographie plutôt sympathique, en tout cas neuronale, contrairement à des topographies vasculaires qu'on connaît plus dans l'infarctus du myocarde par exemple. Et puis les coronarographies effectuées chez ces patients-là, en fait, elles sont généralement normales.
L'autre hypothèse, ce serait qu'il existerait un dysfonctionnement microcirculatoire coronarien aigu qui provoquerait une ischémie sous endocardique. Ce serait dû à l'augmentation de la demande en oxygène associée à une diminution de la perfusion coronarienne qui provoquerait, en tout cas dû à un dysfonctionnement endothélial, qui entraînerait un métabolisme anaérobie à l'intérieur du corps, et puis un état pro-inflammatoire avec une libération de cytokines et de radicaux libres. Et puis la troisième hypothèse, qui paraît la plus probable, en fait, c'est que les lésions cardiaques au cours de cette mort encéphalique, elles seraient dues à une décharge catécholaminergique et directement par les catécholamines. Les catécholamines, cette hypothèse-là est justifiée par donc on a parlé la répartition des lésions qui sont plutôt en fait basales quand on fait les autopsies de ces cœurs-là, qui sont plutôt basales ou médio-ventriculaires et pas apicales en tout cas. Ça suit en fait le schéma d'innervation sympathique du cœur qu'on a repéré par dissection anatomique. L'autre argument, c'est que les catécholamines vont se lier aux récepteurs bêta-adrénergiques, entraîner une hyperstimulation avec l'afflux massif de ces récepteurs qui vont entraîner alors une diminution de l'activité de la TPase calcique, qui va entraîner un afflux massif de calcium à l'intérieur des cellules, à l'intérieur des myocytes. Le calcium qui va lier les filaments d'actine et myosyme, un état d'hypercontraction, et puis donc en fait une myocytolyse, une nécrose qui va aboutir au bout de ce processus. Et puis l'autre argument, c'est qu'il y a une libération locale de catécholamines intracardiaques. On sait que par exemple les surrénales rejettent des catécholamines, en tout cas les sécrètent, pardon. Et puis il y a également les myocytes qui peuvent le faire. Alors c'est quelque chose de très complexe, mais ça a été étudié par des techniques de microcathétérisme par l'équipe de Mertès à Nancy qui a repéré qu'il y avait une augmentation majeure intraventriculaire des catécholamines au cours de la mort encéphalique, en tout cas plus importante que ce qu'on retrouve les taux en plasmatique. Toutes ces lésions, qu'est-ce qu'elles vont provoquer? Ce qu'on appelle en fait une entité nosologique, la cardiomyopathie de stress ou neurogenic staining. Les dysfonctions qu'on retrouve classiquement, donc on en a parlé, c'est des dysfonctions qui sont globales du ventricule gauche, parfois le ventricule droit, et puis des anomalies de la cinétique segmentaire, souvent donc antéroseptale, c'est ici un schéma qui montre ces lésions, antéroseptale, basale surtout, et puis parfois finalement apicale. On la retrouve, la cardiomyopathie de stress, dans d'autres étiologies, comme les lésions du système nerveux central, classiquement l'HSA, le phéochromocytome, qui plaide en faveur d'une origine médiée par les catécholamines, et puis aussi le Takotsubo, on en reviendra après. L'épidémiologie dans le cadre de la mort encéphalique, c'est qu'il y a 20 à 40% des patients qui partent en mort encéphalique qui vont faire une cardiomyopathie de stress. On va voir quels sont ces patients, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs pour les identifier. Les études retrouvent que l'âge jeune serait prédictif de cardiomyopathie de stress. Ça s'explique par une plus grande réactivité cardiaque bêta-adrénergique chez les jeunes, un plus grand réflexe en tout cas sympathique. Une évolution aussi plus agressive de la maladie, des lésions cérébrales dues à une mauvaise tolérance de l'HTIC chez le jeune. Concernant les causes de décès, on va avoir l'anorexie, le traumatisme crânien, l'œdème cérébral, le suicide, l'intoxication et l'arrêt cardiaque. C'est moins le cas pour la vessie ischémique, même si dans la plupart des études, en fait, on ne retrouve pas de corrélation entre la cause de décès et puis la prédiction de cardiomyopathie. On va voir, on en a parlé tout à l'heure, la sévérité de l'atteinte cérébrale, l'évolution rapide des lésions avec un orage adrénergique qui va être plus important, et puis le soutien inotrope qui est retrouvé dans certaines études. On va trouver que l'administration de catécholamine, elle semble plus associée à une dysfonction du greffon cardiaque, même s'il peut y avoir un biais de confusion avec le fait d'utiliser des catécholamines dans le cadre de la cardiomyopathie. En tout cas, pour l'instant, c'est pas retrouvé dans toutes les études. Maintenant, on va revenir donc à cette cardiomyopathie de stress. L'autre entité dont on a parlé, qui est connue, c'est dû à un stress émotionnel, c'est le syndrome de Takotsubo. Tout ça, en fait, ça appartient à cette même catégorie, cette même entité nosologique de cardiomyopathie de stress. La différence entre les deux, ça va être surtout la topographie des lésions, les dysfonctions retrouvées, avec un schéma qui est typique au niveau de la Takotsubo. C'est une équipe de Sato qui l'a découvert dans les années 90, c'est le ballonnement apical transitoire du ventricule gauche, qui va différer par rapport à notre cardiomyopathie de stress de la mort encéphalique, où on va voir ici sur des ventriculographies, donc en diastole puis en systole en dessous, où c'est plutôt des lésions qui vont être donc médio-ventriculaires, basales, plus que apicales. C'est ce qu'on retrouve, donc on en a parlé avec les schémas, donc cette innervation sympathique. Comment on va pouvoir faire pour analyser ou en tout cas repérer ces dysfonctions cardiaques? On va utiliser l'échographie qui reste la méthode d'imagerie de référence. Elle va avoir deux intérêts, cette échographie. Elle permet donc, dans un premier lieu, une meilleure prise en charge du donneur potentiel pour repérer les dysfonctions et puis essayer de les améliorer, tout en évaluant en fait la qualité du greffon cardiaque potentiel. Les chiffres ils montrent que dans le cadre d'une mort encéphalique de façon générale, il y a seulement un tiers des cas qui sont prélevés. Et en fait,
Pourquoi un tiers des cœurs sont prélevés? C'est parce qu'en fait, il y a environ 20 à 50% des organes qui sont refusés en raison d'anomalies repérées à l'échographie. Et on estime, suivant les études, que 30% de ces organes qui ont été refusés à cause de l'échographie, mais en fait, ils seraient pourtant éligibles à la transplantation. Les trois grosses limites de l'échocardiographie dans le cadre de la mort encéphalique, c'est qu'elle ne va pas toujours être disponible avec un recueil de données qui est parfois difficile dans les zones non nourrables et parfois des réanimations qui ne font pas des échographies tout le temps. On va avoir une difficulté d'acquisition aussi inhérente à un bassin intubé ventilé de réanimation. Et puis cette mesure d'échographie, elle va être opérateur dépendant avec une grande variabilité interéchographiste et puis des disparités de mesure de la FEVG en fonction de l'évaluateur qui pourtant cette valeur-là de FEVG va driver toute notre prise en charge. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Initialement, en fait, on a un patient qui présente une bonne fonction ventriculaire avant qu'il passe en mort encéphalique. Et puis, lors du passage en mort encéphalique, on en a parlé, orage adrénergique, il va faire une dysfonction ventriculaire gauche. Et puis là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va attendre, en fait, on va attendre et voir le scénario qu'il va prendre, ce cœur-là. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer une fonction VG ou alors prendre un autre scénario avec une persistance de la dysfonction? On voit ici la limite de l'échographie. L'échographie, en fait, à un instant T, en single spot, elle nous permet de détecter donc l'évaluation à ce moment-là, mais pas de détecter l'amélioration, en tout cas le futur, l'avenir pour ce cœur-là. L'évolution dynamique, elle impose en fait de répéter cette évaluation et que ce soit donc une évaluation qui est dynamique. C'est ce qui a été fait dans ces études-là, plusieurs études. Donc ici, j'ai reporté, alors ça donne un grand ordre d'idée puisqu'elles ne sont pas vraiment comparables chacune, mais on voit ici qu'il y a des FEVG qui ont été faites au moment après la mort encéphalique qui a testé d'une dysfonction, et puis ils ont répété l'évaluation, et on voit bien qu'il y a une différence significative avec la FEVG post-transplantation. Les taux de prélèvement dans ces études-là qui ont répété, qui ont réalisé des échographies en série, ils sont significativement plus élevés. Donc on prélève plus en monitorant plus ou en évaluant plus les cœurs. À droite, une étude suédoise de Horace, 641 donneurs potentiels, il y avait 155 qui avaient des dysfonctions, et puis ils ont analysé ici 29 patients. On voit que sur les traits en rouge, c'est ces patients-là, en fonction du temps, donc c'est les échographies ici, la première et puis la dernière qui a été faite dans l'évaluation, on voit les améliorations, mais certains patients, donc on en a parlé, ceux en gris, ils ne vont pas s'améliorer. L'enjeu, donc, ça va être d'analyser, d'étudier et de voir apparaître ces patients-là qui vont s'améliorer, mais également ceux qui ne vont pas s'améliorer. Et puis, un dernier point, c'est que l'échographie en série, elle implique de déterminer un intervalle entre chaque évaluation, et puis jusqu'à quand, en fait, on va aller, quel délai de réversibilité de cette cardiomyopathie de stress. C'est l'objet donc de ces études-là qui ont essayé d'évaluer en tout cas à quel moment, en tout cas combien de temps ça prenait pour le cœur de se régénérer. Et bien c'est à peu près entre 30 et 40 heures en moyenne. Dans la plupart des études, on trouve un délai de 48 heures. Le délai, on peut chercher même à l'allonger, c'est ce qui a été fait dans l'étude de Casartelli, on y revient après, où le temps moyen de réanimation a été de 48 heures, ils sont même montés jusqu'à 156 heures. Est-ce que, on peut se poser la question, est-ce que le fait d'allonger ce délai de réanimation, est-ce que ça ne va pas être néfaste pour le cœur et puis pour les autres organes? On peut être rassuré, en fait, l'allongement du délai de prise en charge n'est pas délétère pour le greffon, et en fait, au contraire. Dans l'étude ici de Dimarakis, c'était une étude en 2018, une revue rétrospective de tous les registres de dons d'organes en Grande-Bretagne, 1947 donneurs, il y en avait 458 qui ont été greffés, et puis on voit qu'en fait, le pourcentage de probabilité de greffe de cœur, en fonction de la durée de prise en charge, il va s'améliorer jusqu'à atteindre un plateau donc aux alentours de 48 heures, mais en tout cas on a une augmentation de la probabilité d'utiliser les cœurs et de les voir s'améliorer avec le temps. Et puis on est plutôt rassuré également avec le pourcentage de survie de ces cœurs-là qui, avec l'allongement du délai de réanimation cardiaque, on va avoir un allongement de la survie entre 36 et 72 heures. Pendant ce temps de ce délai de réversibilité, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer la fonction cardiaque? Eh bien, on va repartir donc, du début de la physiopathologie. Donc on a parlé d'engagement cérébral et puis d'orage adrénergique. Si on revient à cet orage adrénergique, en fait, le fait d'inhiber, en tout cas d'empêcher la source de cette problématique, ça permettrait de minimiser la réponse adrénergique excessive et donc de préserver une fonction cardiaque, puisque s'il ne se passe rien, tout va bien. Le cœur, il va bien au début, donc il viendra bien après. Et donc on va utiliser des bêta-bloquants, des inhibiteurs calciques. Le postulat d'utiliser des bêta-bloquants, c'est qu'on va penser qu'il atténue, il va rentrer en compétition donc, avec les catécholamines, et puis il va désensibiliser les récepteurs bêta-adrénergiques, et donc on a dit moins de métabolisme calcique, donc moins de myocytolyse. L'autre avantage du bêta-bloquant, en tout cas de courte durée d'action qu'on utilise surtout maintenant, c'est l'esmolol,
Il permet encore de conserver la transduction bêta-adrénalique et donc d'utiliser les catécholamines en cas de collapsus cardiovasculaire. Tout ça, c'est quand même assez théorique. Parce qu'utiliser des bêta-bloquants en anticipation, alors qu'on sait qu'on va avoir un collapsus cardiovasculaire qui va potentiellement être très important et nous embêter énormément, c'est assez joueur. Ça a été fait donc, dans des études, premièrement sur l'animal, c'était les études de Ferreira où il avait utilisé en prophylactique, pour eux ça fonctionnait. Et puis surtout l'étude ici de Audibert et Mertès, encore une fois, c'est l'équipe de Nancy. Peu de passants dans cette étude-là, c'est une étude rétrospective, 46 passants, 12 seulement qui ont été traités, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur les 12 passants qui ont été traités, on avait une amélioration significative de la FEVG si l'orage avait été traité par rapport au fait que l'orage n'avait pas été traité, 49 contre 63. Et puis en fait, on va aussi mieux transplanter, ils ont l'impression qu'en tout cas, ils prélèvent plus de passants et il y a une survie à 2 mois qui était significativement plus importante. Ils sont même allés plus loin en disant que le fait de traiter cet orage adrénergique, c'était un facteur pronostic indépendant de bonne fonction myocardique, ici avec une valeur qui est significative. L'autre médicament qu'on peut utiliser aussi, qu'ils avaient utilisé dans cette étude-là, mais je crois qu'il n'y avait que 5 patients qui avaient nécessité ça, c'est l'inhibiteur calcique. En diminuant la pression artérielle, on diminue la post-charge, même si bon, ça c'est encore très théorique, c'était utilisé avant, c'est plus du tout utilisé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également, c'est suppléer en fait toutes les dysfonctions qu'on va avoir dû à l'ischémie cérébrale et l'ischémie, donc l'hypophyse. La post-hypophyse, on va avoir un défaut de sécrétion de l'ADH et un diabète insipide. On va pouvoir donc donner de la desmopressine pour empêcher toutes les conséquences du diabète insipide. Et puis au niveau de l'antihypophyse, faire une hormonothérapie, une substitution hormonale avec des corticoïdes ou contrer le syndrome euthyroïdien avec des hormones thyroïdes. Des exemples qu'on peut utiliser, donc toutes ces molécules-là, en fait, le postulat, c'est de rétablir une homéostasie à l'intérieur du corps. C'est ce que montrent ces études-là. Donc l'étude de Casartelli, une étude de 2012 prospective, qui avait utilisé donc, une hormothérapie en rescue des patients qui avaient une FEVG altérée. Peu de malades, en fait, 15 malades, mais ils repèrent ici quand il y a une augmentation de la FEVG avec le traitement. Finalement, dans tout ça, peu d'arguments en fait, pour l'hormonothérapie dans les véritables études contrôle humain randomisées. Ici, l'étude de Venkateswaran en 2009, la plus récente et la plus vaste menée en double aveugle, au total 80 malades. On voit ici donc l'index cardiaque, le débit cardiaque, lors de l'évaluation initiale et lors de l'évaluation finale chez ces malades-là, où on a testé le placebo contre l'hormonothérapie. On voit qu'en fait, il y a une amélioration significative entre l'évaluation initiale et l'évaluation finale, en fait, qui est valable chez le placebo. Et pas quand on analyse en fait, les médicaments à l'essai, donc l'hormonothérapie par rapport au placebo. Ce qu'on en déduit donc de cette étude-là, c'est que simplement un meilleur management de prélèvement d'organes du donneur, avec une prise en charge plus agressive, en fait, ça améliore le cœur. Et en fait, finalement, c'est ce qu'on va voir dans une méta-analyse de 2012 de McDonald, qui a montré que on a eu plusieurs séries de cas, plusieurs audits rétrospectifs qui montrent une amélioration de la fonction cardiaque et du donneur avec l'hormonothérapie, mais que finalement, sur les 7 essais randomisés contrôlés, ben, ça n'apportait pas de bénéfice de substituer sur l'hormonothérapie. Là où on va pouvoir également améliorer ce donneur, c'est sur l'instabilité hémodynamique, avec l'utilisation d'amine et puis de vasopressine, on va en reparler. Lors du collapsus, on peut utiliser donc de la noradré, de la vasopressine, et puis sur le traitement symptomatique de l'insuffisance cardiaque, on va pouvoir utiliser de la dobutamine, de l'adrénaline. Je ne cite pas ici la dopamine qui est vraiment plus utilisée. Le match il va se jouer surtout sur cette instabilité hémodynamique entre la vasopressine et la noradrénaline. Je rappelle ici les avantages de la vasopressine, c'est qu'elle va avoir une action double au niveau des récepteurs V1, des muscles lisses vasculaires, et puis des récepteurs V2, des tubes rénaux. L'action sur les récepteurs V1, elle provoque une vasoconstriction, et du coup une augmentation de la pression artérielle. Au niveau des récepteurs V2, ça va entraîner sur les tubes collecteurs rénaux, ça va entraîner une réabsorption d'eau, et donc un effet antidiurétique qui va en fait traiter le diabète insipide. Donc on n'utilise pas le minéral, la desmopressine qui est l'hormone de synthèse, mais de la vasopressine ici, qui va avoir cette action double. On voit dans les études que 80% des patients en mort encéphalique, ils ont un déficit en vasopressine, donc ça va être utile d'utiliser à ce moment-là. Et puis, le gros avantage de la vasopressine, c'est qu'elle va vous permettre une épargne adrénergique, une épargne en catécholamine.
Ce qui est pas un non-sens finalement dans une maladie comme la cardiomyopathie de stress qui est provoquée par un afflux de catécholamine, d'éviter d'en mettre et d'arranger, puisque c'est d'aggraver les lésions, ce qui paraît très contre-intuitif, même si dans les études, il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'utilisation de catécholamine et la cardiomyopathie de stress. Mais en tout cas, ça va permettre cette épargne catécholaminergique. Comment on utilise la vasopressine? C'est en IVSE, c'est un amide de courte durée d'action. La posologie, il n'y a pas d'études, en fait, en tout cas très peu d'études dans le cadre spécifique de la mort encéphalique. Donc, ce qu'ils ont été utilisés comme posologie dans le cadre de la mort encéphalique, c'est les posologies usuelles du début des études sur la vasopressine qui sont dans le choc septique, 0,6 à 3 unités R. Ce qu'on remarque en revanche sur les études chez les animaux, c'est que la posologie nécessaire à avoir une augmentation de la pression artérielle, elle est moindre que dans le cadre du choc septique. Ça s'explique par le fait que dans la mort encéphalique, on va avoir une perte d'inhibition de l'activité sympathique et du baroréflexe, ce qui fait que simplement en supplémentant un tout petit peu la vasopressine sur des doses physiologiques, en fait, on va rétablir toute l'homostasie et donc augmenter la pression artérielle. Les recommandations, donc, elles disent 0,5 à 2,4 unités heure, titré en fonction de la pression artérielle du DIV urinaire. J'attire votre attention sur un tableau qui est un petit peu noirci dans tout ça, avec des doses supraphysiologiques, même si on a vu qu'on avait besoin que de doses physiologiques. Et quand on augmente beaucoup la vasopressine, ça va provoquer une vasoconstriction dans tous les lits vasculaires, les entérix, splanchniques et puis rénales, où on va avoir des effets indésirables qui peuvent être assez importants. Que disent les études? Donc ici une étude qui est assez récente de Bilzer en 2023 qui a montré l'impact du traitement inotrope ou vasopresseur sur la survie post-transplantation. En fait, ils ont remarqué qu'il y avait une diminution de la mortalité en cas d'utilisation de la vasopressine en plus ou par rapport aux autres amines. Et puis ici, c'est une étude rétrospective qui n'est pas de très très bonne qualité, qui a utilisé la vasopressine en IVSE et comme une substitution hormonale, en tout cas utilisée dans le package hormonothérapie, ici, qui a montré une augmentation du nombre de donneurs prélevés. Tout ça, c'est vraiment des résultats à prendre avec des pincettes. Il y a une méta-analyse assez récente qui a montré que sur 10 essais contrôlés randomisés, on va avoir une amélioration des résultats de greffe avec l'utilisation de vasopressine. Et tout ça, en fait, ça manque d'études rétrospectives, prospectives, contrôlées, randomisées. On n'a pas étudié, en fait, il n'y a pas d'études entre vasopressine contre la noradrénaline, ce qui serait le plus utile. Et puis en fait, pour terminer, une fois qu'on transplante ces cœurs-là, qui se sont potentiellement améliorés, comment ça se passe? Et bien en fait, ça se passe bien, ça se passe plutôt bien. C'est l'étude de Madame, ici, un travail rétrospectif, 15 000 receveurs, et puis il y en avait 472 qui avaient une amélioration de la FEVG, ici les groupes de Kaplan-Meier qu'on connaît, avec un pourcentage de survie qui n'est pas significativement différent en fonction du temps, entre les cœurs qui se sont améliorés et puis les cœurs qui étaient initialement normaux. Et puis ici l'étude de Horace qui s'est amusée en fait à regarder sur les registres rétrospectifs. Est-ce qu'un cœur qu'on a transplanté qui était abîmé, en tout cas avec une FEVG altérée, qu'est-ce qui se passait une fois qu'on l'avait transplanté en sortant donc du donneur? Et bien en fait il s'améliore très rapidement dès la première échographie post-transplantation. On va pas avoir en tout cas de différence significative avec les cœurs qui étaient initialement normaux. Et puis est-ce qu'on va aller plus loin? C'est l'objet d'une étude où ils ont étudié rétrospectivement est-ce que le fait de transplanter un cœur qui avait une FEVG vraiment altérée en dessous de 40%, est-ce que c'était vraiment insécuritaire? Pour eux, en tout cas, il n'y avait pas de différence significative sur ces courbes-là entre les cœurs qui avaient borderline et les cœurs qui étaient vraiment normaux avec une FEVG supérieure à 60%. Donc pour eux, la récupération était suffisante et viable. Il y a quand même certaines limites dans les études. Ici, les 3 études que je cite ici, l'étude de Lee Bifulco, qui ont montré qu'il y avait une mortalité périopératoire qui était quand même élevée dans ce type-là de transplantation, et l'étude de Gallon qui montre qu'il y a une dysfonction primaire du greffon plus élevée avec une survie à 1 an plus faible. Attention, ces études-là, c'était sur les dormeurs marginaux dans leur globalité, donc ils n'étaient pas uniquement randomisés sur la FEVG, donc il y avait tout un ensemble qui expliquerait en fait la mortalité périopératoire chez les patients plus vieux qui sont plus fragiles. Et puis enfin, on a parlé beaucoup du cœur, l'allongement de ce délai de réanimation et donc laisser le temps au cœur de se refaire. Et en fait, finalement, le délai de réanimation, c'est aussi bénéfique pour le cœur que pour les autres organes. Puisqu'on prend pas attention, on transplante aussi les autres organes. Dans le poumon, il y a une diminution du risque de rejet aigu et une survie améliorée sans syndrome de bronchiolite oblitérante. Dans le rein, on n'a pas de différence significative de reprise de greffon et une meilleure survie à long terme. Et puis c'est également le cas pour la survie à long terme,
dans le cadre de transplantation hépatique ou pancréatique. Et puis enfin, un petit point sur le monitorage ex vivo. En tout cas, les machines ex vivo, c'est les modules de perfusion OCS qui commencent à arriver en France. On les utilise pour le cœur, en tout cas, on les utilise beaucoup dans le cadre de transplantation pulmonaire, rénale et hépatique. L'idée pour l'avenir, pour l'instant, c'est pas étudié, c'est qu'on puisse prendre les cœurs qui sont dits altérés, avec une FEVG un petit peu borderline, dont on ne sait pas, et on a peur de prendre le risque de le transplanter. On le mettrait sur cette machine-là, on le mettrait en mode travail, on vérifierait si tout se passe bien. Si tout se passe bien, à ce moment-là, on pourra le transplanter. Ça nous permettrait de faire une étape avant de faire potentiellement des transplantations à risque. Et donc on arrive à la conclusion, le gold standard dans le cadre de la cardiomyopathie de stress dans la mort encéphalique, ce serait d'éviter l'apparition de l'orage adrénergique et donc prévenir toutes les complications qu'elle va entraîner. C'est une notion qui est assez théorique, en pratique difficile à réaliser, on en a discuté. Et puis réanimer donc le donneur, c'est essentiel. Donc réanimer le donneur, donc réanimer le cœur en optimisant toutes l'hémodynamique, en traitant les dysfonctions ventriculaires et le diabète insipide. Et puis en fait, il va falloir attendre. C'est vraiment le maître mot. Le temps, il ne doit pas être notre ennemi. On a vu qu'il existait bien une récupération fonctionnelle et significative de ces cœurs-là, avec une FEVG qui était réduite initialement et qui s'améliore avant et après le prélèvement. Et puis en fait, la FEVG analysée à l'instant T altérée, elle ne prédit pas d'un échec de transplantation. Il va y avoir un caractère transitoire de cette cardiomyopathie qu'il va falloir réévaluer régulièrement. Et donc l'approche à adopter, en fait, elle serait plutôt de réanimer et d'attendre et de voir ce qui se passe, plutôt que de se presser et de prélever comme c'était le cas dans les anciens programmes de transplantation. Et donc pour finir, si on réanime avec un soutien adéquat, on doit réévaluer ce cœur-là pour enfin le proposer, le greffon, et donc lui trouver un prétendant.